your own safety, please avoid these areas. Salut tout le monde, c'est le Médoc. Yeah, Bienvenue dans Classique du Plus avec, c'est parti, on a les grosses sorties là, on a 3 critiques, c'est une émission spéciale critique. Donc c'est rigolo puisque du coup il y a un jeu qui est basé sur une grosse série sur le renouveau. Il y en a un deuxième qui est basé sur une série très appréciée mais qui travaille un petit peu sur ses acquis. On va en discuter. Et il y en a un dernier jeu qui pourrait faire l'objet d'une nouvelle série, mais en tout cas qui est basé sur une série préexistante, qui s'en inspire très fortement. Qui s'en inspire très fortement. Est-ce que vous avez découvert un petit peu de quel jeu il s'agit? Si ce n'est pas le cas, le sommaire tout de suite. Et on commence ce classé 18+, justement avec la critique de Lords of the Fallen. On enchaîne avec celle de Borderlands, The Pre-Sequel. Et on termine avec la critique du dernier Call of Duty. Mais tout de suite, les news. On commence ces news 18+, comme on a terminé les dernières, avec The Witcher 3. Once we were many. Now we are few. Hunters. Alors qu'Ubisoft se fait allumer en ce moment pour la présence dans Assassin's Creed Unity d'un système de micro-paiement pour le moins maladroit, et qu'un premier DLC payant pour Borderlands The Pre-Sequel, qui vient tout juste de sortir, est déjà disponible, CD Projekt Red, eux, viennent d'annoncer que les acquéreurs du prochain The Witcher 3 profiteront de 16 DLC gratuits. 16 DLC gratuits. Et ce, pour tout le monde. Que vous ayez acheté la version PS4, Xbox One ou PC du jeu, que vous l'ayez précommandé ou non, que vous l'ayez téléchargé ou acheté en boîte. Histoire d'en rajouter une couche, le cofondateur du studio a déclaré dans une lettre ouverte « En tant que joueurs, nous devons constamment veiller sur nos économies et pendant ce temps, de plus en plus de contenus payants font leur apparition juste après la sortie d'un jeu. Ne venons-nous pas de débourser une somme conséquente pour ce tout nouveau jeu ?» En termes de communication et de timing, c'est malin. Mais pour nous, joueurs, c'est tout simplement une excellente nouvelle et une très belle initiative. Même si ces DLC, qui sortiront par 2 chaque semaine à partir du 25 février, proposeront un contenu modeste, fait de nouveaux équipements et éléments de customisation. Le premier bundle proposera ainsi un set d'armure témérienne pour le héros et sa monture, ainsi qu'un pack, barbe et coiffure pour personnaliser son avatar. Bring us the girl and wipe away the debt. That was the deal. BioShock Infinite, sorti en 2013, est désormais disponible dans sa version complète sur PS3 et 360 autour de 30 €. Cette édition comprend donc le jeu et ses 2 DLC Tombeau sous-marin, ainsi que l'ensemble du contenu téléchargeable lié au FPS de Irrational Games, soit Carnage Céleste, Columbia's Finest, Révolution Industrielle, mais aussi le Shotgun China Broom et le fusil de précision Bird's Eye de Comstock. From here on, it's only gonna get worse. Quelques jours avant sa sortie officielle chez nous, Electronic Arts nous livre un trailer tout en images de synthèse de son prochain Dragon Age. Ce dernier fait suite à une série de bandes annonces mettant en scène une partie des héros qui vous accompagnent, au moment où cette brèche dans l'immatériel fait son apparition. On rappelle qu'Inquisition est le 3e volet de la série Dragon Age. Il sera donc possible, tout comme Mass Effect, également développé par BioWare, d'importer ses sauvegardes des 2 premiers épisodes. Et pour parer aux bugs, problèmes de génération de console ou même incohérence scénaristique, EA propose aux joueurs de passer un peu de temps sur Dragon Age Keep, une petite expérience accessible à partir de n'importe quel navigateur et permettant de faire ou refaire les choix principaux des 2 premiers épisodes pour ensuite les transférer sur Inquisition via la plateforme Origin d'Electronic Arts. Une bonne initiative donc, qui va permettre à pas mal de joueurs de partir sur des bases sereines concernant ce nouveau Dragon Age, dont on vous fera la critique dans un classé 18+, très prochain. Bouh! Vous avez eu peur? Ah non, hein. En même temps, ça commence à faire un bout de temps que vous n'avez pas eu peur devant un Resident Evil, n'est-ce pas? Vous le savez, et au fond, Capcom a l'air de le savoir aussi. C'est peut-être pour ça que le futur Resident Evil Revelations 2 prend une direction nouvelle, comme à peu près chaque épisode de la saga depuis quelques années. Parce qu'il doit à la fois être l'épisode du changement et l'épisode du retour aux sources, si l'on se réfère aux attentes souvent contradictoires d'un public difficile à cerner.
Alors Revelations 2 adopte une ambiance plus glauque, plus rouillée et poisseuse que ses prédécesseurs. Une ambiance plus conforme en fait à ce que le genre de l'horreur a pu produire ces dernières années, que ce soit au cinéma, à la télévision ou en jeu vidéo. C'est du moins le cas durant toute la séquence à laquelle nous avons pu jouer, qui correspond vraisemblablement au début du jeu. On y incarne, et ce n'est plus un secret depuis quelques semaines, une paire d'héroïnes constituée de Claire Redfield et Moira Burton. Si la première a déjà ses habitudes dans la licence, la seconde, fille d'un certain Barry, signe ici sa première apparition. Ensemble, elles tâchent de survivre face aux affligés, des créatures plus rapides, plus violentes et un peu plus repoussantes que les classiques zombies. Si Claire peut rapidement compter sur un pistolet ou un fusil à pompe pour se défendre, Moira ne cache pas son aversion pour les armes à feu et se spécialise plutôt dans l'assistance. Équipée d'une lampe torche et d'un pied de biche, elle peut aveugler les ennemis pour les ralentir, révéler des objets cachés, ouvrir certaines portes ou encore achever un affligé à terre. Il est évidemment possible d'alterner à l'envie entre les deux protagonistes, le jeu se chargeant parfois de nous y obliger, et il sera possible d'y jouer à deux en local. Et c'est peut-être dans la complémentarité des deux coéquipières et ce que cela apporte en matière de gameplay que Revelations 2 peut attiser la curiosité aujourd'hui. Plus que pour son ambiance finalement assez générique donc, ou ses tentatives d'effroi toujours pas tout à fait convaincantes. À l'image de l'espèce de boss qui concluait la séquence que nous avons pu essayer, beaucoup plus menaçant par sa capacité à faire saigner les héroïnes et donc à leur drainer la vie continuellement que par son design ou sa gestuelle. Qu'à cela ne tienne, on peut espérer stresser à défaut de vraiment flipper, comme on peut compter sur une image propre et fluide à défaut d'être impressionnante. Le tout divisé en 4 épisodes, diffusés de manière hebdomadaire à partir de début 2015, sur à peu près tous les supports qui bougent. This is Rabi Ray Rana and you're listening to Radio Freaky Rat. Let's hear some tunes. Voici maintenant un des derniers, si ce n'est le dernier trailer de Far Cry 4 avant sa sortie. On y découvre ou redécouvre un paquet de choses comme la variété des décors que l'on sera amené à arpenter sur Kyrat, quelques lieutenants de Pagan Min, l'antagoniste principal du jeu, mais aussi les armes et véhicules avec lesquels le joueur pourra se faire plaisir. On nous parle également des voies que le joueur pourra emprunter en termes de compétences, le tout symbolisé par des animaux. Un principe un peu similaire à ce que Far Cry 3 proposait. On y évoque enfin Shangri-La, cette zone de jeu complètement mystique où vous devrez combattre les forces du mal, comme dans la légende, le tout accompagné de votre tigre blanc, un peu comme Iman et Kringer, son tigre de combat. Mais la comparaison avec Musclor s'arrête là, puisque la plupart de l'aventure sera bel et bien ancrée dans le réel, avec un tyran à renverser, des villageois à sauver et un paquet d'ennemis à refroidir seul ou en coop d'ailleurs. Far Cry 4 sortira d'ici quelques jours et comptez bien évidemment sur nous pour vous en parler dans les normes en vigueur à l'occasion de sa critique diffusée dans un prochain Classic du Plus. Or a shooting gallery, you won't truly find what you seek until you find yourself in Kyrat. Or something. Stay safe and don't touch that dial, you hear me? Is it done? Yes, he's your spitting heroic image. Awesome. Le tout premier des 4 contenus téléchargeables concernant Borderlands The Pre-Sequel est désormais disponible. Ce premier pack d'extension, intitulé Pack double du Bojack, ajoute donc un 5e personnage à votre équipe de chasseurs de l'arche. Ce personnage, c'est Jack, ou son double en tout cas, possédant ses propres skins et compétences. Un contenu téléchargeable plutôt limité en termes d'intérêt selon nous, mais qui n'étonne pas compte tenu de la politique de 2K concernant la série Borderlands et cette profusion de DLC qui peuvent finir par en agacer certains. Quoi qu'il en soit, avant d'investir dans ce Borderlands ou son Season Pass, on vous invite d'abord à jeter un œil à la critique de The Pre-Sequel, diffusée justement dans ce même numéro de Classé 18+. That's what I'm talking about. Not bad, Buttercup. Hey, Slick, it's me! La sortie de GTA V sur les dernières consoles de salon approche à grands pas. Rockstar multipliant les annonces et bandes-annonces, toutes plus excitantes les unes que les autres. La possibilité de jouer en vue subjective, un GTA Online pouvant désormais accueillir 30 joueurs dans une même partie, une customisation plus poussée de son personnage en ligne, 2 fois plus d'éléments de décor dans l'éditeur, une résolution à 1080p sur PS4 comme sur Xbox One, la version PC prévue pour début 2015 étant, elle, compatible 4K. Ce GTA V Next-Gen s'annonce bien, très bien. My daddy was not nice to me. Life is just one long mystery.
Donc évidemment, on parlera du jeu dans le prochain 18+, une fois qu'on l'aura reçu. On fera nos propres images, mais en attendant, on va travailler un petit peu avec les trailers qui ont été fournis. Donc on parle évidemment de GTA V, donc la version PS4, Xbox One. Et visiblement, Rockstar a fait un énorme boulot. Moi, ce qui m'impressionne le plus, c'est vraiment cette option vue subjective. Ouais. Pour le coup, c'est quand même un changement qui est juste énorme. Un gameplay à la troisième personne, un gameplay à la première personne, c'est pas du tout le même. C'est pas la même histoire. C'est pas les mêmes mécaniques, c'est pas les mêmes sensations. Donc il y a un vrai travail systématiquement dans ces deux genres, de manière à respecter certaines bases et que le plaisir du contrôle du personnage soit bien là. Et donc un jeu qui te permet de faire les deux, de switcher entre les deux vues, dans un open world aussi riche que celui de GTA V, c'est juste stupéfiant. Ouais, parce que là, il faut bien comprendre qu'ils se sont pas contentés de faire comme certains modeurs, même excellents modeurs, font sur PC, c'est-à-dire, tiens, on te rajoute une option vite fait, tiens, si, regarde, quand tu appuies là-dessus, tu es en vue subjective, tu as vu, c'est marrant. Non, là, il y a un véritable travail. Tu peux jouer dans cette vue. Et en fait, ils ont créé des cockpits pour les, pour les véhicules, etc. Tu as plein de petits ajouts comme ça. C'est juste incroyable. Je suis extrêmement curieux de découvrir un petit peu cette nouvelle version. Donc on sait ce que vaut le jeu. Le jeu, c'est une petite tuerie. Donc malgré des petits défauts comme une histoire, finalement assez quelconque, mais des personnages fantastiques, un open world d'une immense cohérence, un nombre d'activités juste stupéfiant. Un contenu massif, les qualités de GTA V, je crois qu'il n'y a pas vraiment besoin de s'étaler là-dessus. Mais tu vois, ne serait-ce que ce délire vue subjective, accompagné évidemment d'une version sur PS4 ou Xbox One, c'est-à-dire avec l'upgrade graphique qui va bien. Moi, ça peut me donner envie de me replonger dedans. Je pense que je vais le réessayer. Moi, je vais retomber dedans assez facilement. Je pense que je ne referai peut-être pas tout l'open world, et encore à voir, mais je suis très curieux d'essayer cette vue subjective. Et est-ce que tu as été très curieux également d'essayer... Ah non, c'est pas toi qui as fait la critique, tu as échappé à la critique de Lords of the Fallen. J'en ai peut-être trop dit. Au revoir la critique tout de suite. Dieu déchu, créateur et destructeur de monde, entendez mon serment. Quand Lords of the Fallen sera grand, il veut être Dark Souls. C'est bien, c'est un beau projet. En attendant, il est jeune et il fait n'importe quoi. C'est dommage. Les mauvaises langues diront qu'on pouvait s'en douter. Rapport à ces deux développeurs, Deck 13 et CI Games, à qui on doit respectivement Venetica et les Sniper Ghost Warrior. Les optimistes, et j'en ai fait partie, et ça fait mal, répondront que « Ouais mais quand même, ça veut rien dire !» Et puis Thomas Gopp à la production quand même. On est sur du Witcher 1 et 2 là, ça déconne pas vraiment. Bla bla bla. Les optimistes sont idiots. Et Lords of the Fallen veut être Dark Souls quand il sera grand. En attendant, il fait n'importe quoi. Il a vu la série des Souls, il a entendu dire qu'elle était un parangon de difficulté punitive, et il est tombé dans le panneau. Il s'est dit qu'il n'y avait pas de raison, alors il a voulu tout faire pareil. Il a mis ses attaques faibles et fortes, ses blocages et ses parades sur les boutons de tranche. Il a divisé ses attributs en HP, mana et endurance. Il a réparti ses stats entre force, défense, agilité et tout le reste, et les a fait influer sur l'équilibre, les dégâts ou la charge. Il a pris cette charge, et il a dit qu'à différents paliers correspondront plusieurs vitesses de roulade et de déplacement. Il est allé un peu loin, en disant aussi qu'en appuyant sur avant et attaque en même temps, on pourra déclencher un coup de pied identique à celui des Dark Souls. Lords of the Fallen n'est pas un simple amateur de Dark Souls. Lords of the Fallen veut devenir Dark Souls quand il sera grand. En attendant, il est son plus grand fan autoproclamé. Il a un poster de lui dans sa chambre. Il le suit discrètement dans la rue et fouille régulièrement ses poubelles à la recherche de vieux vêtements qu'il pourra porter en espérant que ça le rapprochera de son idole. Ces vieux vêtements, c'est la difficulté. Mais c'est un fanatique, il est un peu désaxé. Alors il les porte un peu n'importe comment. En gavant ses ennemis de HP, en espaçant autant qu'il réduit ses fenêtres d'attaque laissées aux joueurs, en alourdissant énormément ses mouvements également. Ce qui peut s'avérer très irritant, mais a également le mérite de pouvoir occasionnellement donner plus de retour à certaines attaques. C'est déjà ça. Mais ça ne change pas grand chose à ces combats de boss rasoirs au possible, qui abandonnent d'emblée tout espoir de patterns originaux ou de situations étonnantes pour les remplacer par des tonnes de points de vie et des arènes immenses pour rien. Et donc il dure 3 heures, employé en grande partie à attendre et en très petite partie à tenter de placer l'unique court combo permis à chaque petite meurtrière de tir offerte. Finalement, ça n'est pas forcément pire que de se retrouver bloqué dans un couloir par un ennemi dont les 3/4 du corps sont un immense bouclier et qui ne se décide à attaquer qu'une fois par mois. Mais au moins il est dur, comme son modèle. Parce que Lords of the Fallen veut être Dark Souls quand il sera grand. Il nous le répète tout le temps, en nous laissant l'opportunité de récupérer nos points d'expérience perdus au combat en réatteignant le lieu de sa défaite. C'est d'ailleurs peut-être là qu'il est le plus futé.
quand il nous propose de gagner de plus en plus d'XP et de butin au fur et à mesure qu'on enchaîne les victimes sans s'arrêter à un cristal de sauvegarde, et qui nous demande d'aller les récupérer rapidement en cas de défaite. En l'occurrence, c'est un véritable ajout pas déconnant à la formule éprouvée par les Souls, qui joue plutôt habilement avec la notion de prise de risque. Mais en attendant, à côté de ça, Lords of the Fallen fait n'importe quoi. Il se déguise en Dark Souls et participe à des concours de sosie minables. Il nous propose de dépenser nos points d'expérience dans l'augmentation de statistiques ou dans l'achat et l'amélioration de 4 pauvres sorts qui appartiennent à l'école de magie qu'on a choisi en début d'aventure parmi les 3 disponibles. Dans un cas comme dans l'autre, le système orientera légèrement la manière de jouer, à défaut de proposer de véritables possibilités de build personnel, et ce malgré les nuées de nouveaux sets d'équipements ou de runes à enchasser qui se déversent en permanence sur un joueur pour qui ça ne change finalement pas grand chose. Il eût de toute façon été assez vain d'attendre beaucoup plus des 3 classes proposées en début de jeu, uniquement différenciées par la répartition initiale des statistiques. Comme dans Dark Souls, qui le faisait mieux et qui représente, le saviez-vous, tout ce que veut devenir Lords of the Fallen quand il sera grand. En attendant, il fait n'importe quoi. Il balance une histoire toute sèche à base de prisonniers libérés malgré ses péchés pour délivrer le monde du mal, et nous la raconte par bribes en priant très fort pour qu'on s'y intéresse. Peu sûr de lui, il pipe les dés en disséminant un peu partout des parchemins immenses et brillants qui nous permettront d'en apprendre plus sur ce qu'il convient désormais d'appeler le lore, parce que c'est comme ça qu'on dit dans les Souls, n'est-ce pas? Je t'en supplie, sois prudent. Quelque mal est à l'œuvre, je le sens. Il nous donne très peu d'indications concernant la marche à suivre pour progresser dans l'aventure, en priant très fort pour qu'on finisse par trouver notre chemin. Peu sûr de lui, il pipe également les dés en se contentant du strict minimum en matière de level design, et multiplie les petites salles et les petits couloirs, souvent reproduits à l'identique de part et d'autre d'un axe donné, selon les règles peu passionnantes de la symétrie. Mais il est obscur. Comme Dark Souls qui pendant ce temps raconte une histoire incroyablement riche en très peu de mots et nous suggère naturellement la marche à suivre par la simple force évocatrice du level design. Parce que Dark Souls est sûr de lui, il a des stars, la classe qui souvent aveugle leurs fans. Et en roi des fans, Lords of the Fallen avance les yeux fermés dans un domaine qu'il n'a absolument pas compris. C'est tragique, mais aussi étonnant que ça puisse paraître vu la violence des propos tenus jusqu'ici, ça n'en fait pas nécessairement un mauvais jeu. Ça en fait un jeu qui, à force de taper à côté, arriverait presque à trouver sa propre identité. Presque, car il n'a certainement pas assez de considération pour ses personnages secondaires. Qu'est-il arrivé à votre main? J'ai été mordu. Et son univers perdu quelque part entre du Blizzard, du Darksiders et... un mélange de tout ce qui se fait en matière de high fantasy pour susciter plus que quelques... Oh, sympatoche le décor avec le pont, là. Mais en faisant l'effort de le dissocier des Souls auxquels il s'accroche lui-même désespérément, on pourrait y trouver un jeu d'aventure peut-être un peu bancal, mais après tout plutôt sympa. Et donc, ces travers de stalker un peu creepy ne font pas forcément de Lords of the Fallen un mauvais jeu. Par contre, l'état déplorable dans lequel il sort, ça en fait un sale jeu. Ce framerate complètement schizophrène, cette caméra bug et hyperactive, ce festival de bugs qui pourra faire traverser des murs ou des plafonds, figer des boss, emprisonner dans un trou de 50 cm de diamètre, bousiller le HUD ou provoquer des échanges de coups complètement aberrants. Ces effets de lumière, de fumée ou de particules parce qu'on est sur Next Gen, carrément disproportionnés au point d'ennuyer régulièrement à la visibilité. Ce DRM envahissant qui vient s'ajouter à Steam sous Windows aussi. Tout ça, et malgré la volée de mises à jour effectuée durant les 2 grosses semaines qui nous séparent de sa sortie, tout ça en fait un jeu assez honteux. Qu'il comprenne très mal celui qu'il a décidé de prendre pour exemple, à la limite, pourquoi pas. Il est finalement assez injuste de reprocher à quelqu'un de ne pas comprendre quelque chose. On peut en revanche beaucoup plus facilement lui reprocher de ne pas s'appliquer. C'est le cas ici, et c'est un peu la goutte de boue qui fait déborder la mauvaise imitation de Vasming. Quand il sera grand, Lords of the Fallen veut être Dark Souls? Super, on est content pour lui. En attendant, il fait n'importe quoi et il le fait mal. Alors merci, mais non merci. Je vois que vous m'avez entendu. Donc il faut savoir qu'à la rédac, on a quand même 2 gros spécialistes de Dark Souls, c'est Moguri et Medoc. Et donc pour Lords of the Fallen, qui a été annoncé, enfin qui était présenté clairement comme un jeu très inspiré, donc limite un clone de Dark Souls, ça ne pouvait que tomber que sur Medoc ou sur Moguri. Il s'est avéré que c'est Moguri qui a fait la critique, et là j'ai senti comme un... de la part de Medoc. Medoc avait bien senti le truc. Mais non, mais j'avais fait plus que sentir. Anecdote. E3 2014, je resitue. Los Angeles. Juin. Le soleil, les palmiers. Les palmiers.
Et donc présentation de Lords of the Fallen. Je vais là-bas, je savais pas trop ce que c'était. Je vais là-bas, je vois le truc, je fais wow, c'est chaud. C'est interview, hein. J'avais interviewé, donc je crois que c'est un studio, ça doit être un studio ukrainien ou polonais, je sais plus. C'est exactement. Je sais plus, mais c'est un studio de l'Est. Je pose mes questions, bon voilà, je connais un petit peu le genre, je vois très vite les mécaniques, les trucs et tout, je pose mes questions. Waouh, des réponses de la part des devs, un petit peu, ou du producteur, je crois, en l'occurrence c'était un producteur, un petit peu bizarre. Le jeu, attends, non, ils ont essayé de faire Dark Souls en fait, mais ils ont évidemment pas le talent de From Software, tu vois. Et donc le truc sent vraiment mauvais, j'en parle avec Thierry, je lui dis écoute Thierry, j'ai fait une interview des mecs de Lords of the Fallen, déjà le jeu sent pas bon, et l'interview elle sent encore moins bon. Donc on se met d'accord, il me dit bon on va pas la diffuser, on va pas en parler, parce que ça présente pas d'intérêt. Plus tard, Moguri qui me parle, qui me dit ah non attention Lords of the Fallen il est peut-être attendu, et moi je dis rien, tu vois, je dis rien, je dis ah oui d'accord, c'était une stratégie. Non mais, je dis non mais il me dit attends mais ça se trouve il est bien, il y a des mécaniques et tout, je dis ok je sais pas, voilà. Bah il se retrouve avec la critique, il était vénère. Je l'ai vu faire les saisies, tu l'entendais, de là où on l'entendait, il était vénère. Il s'énervait, parce que c'est énervant, parce que c'est un jeu énervant. Je sais pas s'il le dit, j'ai pas vu sa critique. On a plein de petits guns nerf là, qui traînent à No Life. Ils shootaient l'écran de la télé pendant qu'ils jouaient, mais systématiquement comme ça, comme une sorte de forcené. C'était impressionnant. Ben oui, ça énerve. Quand t'as fait un jeu qui est du n'importe quoi, t'as l'impression qu'on se moque de toi, qu'on s'est moqué de tout le monde, bah ça t'énerve. Voilà, donc qui s'est énervé tout seul. Ben voilà, ça arrive. Et donc la question évidemment qui se pose, c'est que, bon, étant toi aussi un spécialiste de Borderlands, est-ce que ça t'a énervé, The Pre-Sequel? Déjà, la critique. Après on en parle. Salut, chasseurs de l'arche, et merci d'avoir répondu à l'appel d'Hyperion. Malheureusement, la station spatiale Helios essuie présentement une attaque des forces militaires de Dahl. On vous a déjà parlé de Borderlands The Pre-Sequel à plusieurs reprises, et on n'a jamais manqué de rappeler les doutes que l'on pouvait avoir à son propos. Certes, le terme choisi, The Pre-Sequel en l'occurrence, sonne plutôt bien, mais on a peur que derrière ce nom sympa se cache un soupçon de flemmardise, une volonté de réutiliser à outrance les assets de la série, une esquive grossière pour ne pas avoir à mettre 3 dans le titre, bref, une tentative de maquiller un énième DLC en un tout nouveau jeu. Le truc que je t'ai demandé de faire, tu l'as fait, pas vrai? Comme indiqué dans le titre, ce Borderlands est à la fois une suite et une préquelle. Les événements se déroulent en grande partie sur Elpis, la lune de Pandore, entre les deux Borderlands. On assiste ici à l'ascension du Bojack, l'ennemi principal de Borderlands 2 donc, à la tête de la méga corporation Hyperion. Vous êtes un chasseur d'arches qui accepte de remplir tout un tas de missions, moyennant compensation, pour l'aider dans son projet. Oh bon sang! Tu m'as sauvé! Bien évidemment, dans vos aventures, vous serez amené à entrer en interaction avec tout un tas de personnages bien connus des services, comme Torg, Hammerlock, Moxie, ou encore Roland et Lilith par exemple. On est ses meilleurs hommes. Ça me réchauffe le cœur. On évolue donc dans un univers que l'on connaît bien, avec des protagonistes et des situations toujours empreintes d'un humour qu'on apprécie ou non, mais qui est définitivement présent. Il y en a un qui s'est fait couper en deux, dans la hauteur. Il est en vie, mais il marche plus qu'à cloche-pied. C'est parti, petit! C'est les connards de l'arche! On est vraiment de la merde maintenant! Les trailers promotionnels avec lesquels Toucan nous a martelé ces derniers mois n'ont pas manqué de mettre la lumière sur les principales nouvelles mécaniques de The Pre-Sequel. Dans la mesure où vous êtes sur une lune, il y a des zones à faible gravité, ce qui implique des sauts plus impressionnants, mais aussi l'absence d'atmosphère à certains endroits. Prudence, environnement à atmosphère nulle. Un kit d'oxygène est ainsi indispensable pour évoluer en toute sérénité, d'autant que ce dernier intervient dans l'action de pilonner, c'est-à-dire sauter haut pour atterrir violemment, générant parfois des dégâts élémentaux. Évidemment, votre jauge d'oxygène n'est pas infinie, et il faudra régulièrement jeter un œil à cette dernière, en sachant qu'elle se recharge entièrement dès lors que vous entrez dans une zone respirable. La deuxième nouveauté excessivement mise en avant est l'apparition des lasers. Ce nouveau type d'arme se décline en plusieurs styles du genre continu façon Ghostbuster ou encore en blaster à la Star Wars par exemple.
Les lasers sont plutôt fiables, se rechargent vite et peuvent effectivement générer beaucoup de dégâts pour peu que l'on ait choisi le bon attribut élémentaire. Concernant ces attributs, on note d'ailleurs l'apparition de l'élément cryo, susceptible de geler des ennemis qu'on peut du coup briser par la suite. Une autre nouveauté notable, c'est ce principe de grinder. La technologie de broyage est une marque commerciale de Dahl. Borderlands est une série qui base beaucoup de son intérêt sur le loot, ce dernier étant différentes couleurs correspondant à leur rareté. Le grinder, en possédant la recette adéquate, peut ainsi vous débarrasser de certains de vos drops pour en fabriquer potentiellement un meilleur. La lune Shine est à toi, soldat. De manière à obtenir un résultat optimal, le joueur peut décider d'ajouter à sa recette de 3 objets des pierres lunaires, ce matériau qui remplace désormais l'iridium, servant à upgrader la capacité max de ses munitions. La dernière nouveauté serait peut-être le Stingray, ce véhicule une place que l'on débloque au bout d'un certain nombre de missions principales. La particularité du Stingray, c'est sa capacité à s'élever l'espace de quelques secondes dans les airs et ainsi atteindre des zones jusqu'alors inaccessibles. Pour le reste, The Pre-Sequel est à peu de choses près ce que 2K et Gearbox nous avaient servi il y a un peu plus de 2 ans avec Borderlands 2. Une expérience débordante de fetch quest, ces quêtes qui vous incitent à faire des allers-retours d'une zone à l'autre pour aller faire quelque chose de complètement trivial. Kaboum! C'est quand même sympa de tout bousiller sans se poser de questions, je dois dire. Il est toujours possible de prendre du plaisir sur The Pre-Sequel, surtout en coop avec des amis. Les nouvelles classes sont amusantes à jouer, et ce principe de gestion d'O2 et de faible gravité divertit les premières heures. J'ai réussi un truc, pour une fois. Mais il arrive fatalement un moment où on se fait cette réflexion. Celle que 2K Australia et Gearbox, on imagine, auraient aimé esquiver. The Pre-Sequel ne serait-il pas un gros DLC vendu comme un vrai jeu à part entière? Après tout, Borderlands 2 détient un style de record concernant les DLC. Il en possède plus d'une dizaine. Aussi, les nouveautés sont-elles franchement mineures et se résument à du saut plus ample et des lasers. Selon nous, sur PS3, il n'y a strictement aucune différence d'un point de vue technique entre cet épisode et le Borderlands 2 sorti il y a 2 ans. Du coup, on se pose très clairement la question. À l'époque de la critique de Borderlands 2, on concluait sur le fait que la franchise risquait de lasser sa fanbase en proposant des expériences trop similaires d'un épisode à l'autre. On est à la fois content et triste de constater que cela se vérifie. Pour Borderlands 3, sur les dernières consoles on imagine, Gearbox devra clairement se sortir l'intégralité de ses doigts de son derrière, sous peine de saouler définitivement une communauté pourtant enthousiaste au départ. Alors voilà, pas très content. Pas emballé. Non, ouais. pas emballé. Et le pire, c'est que le jeu est bien, c'est-à-dire que l'expérience, je vais pas dire qu'elle est mauvaise, tu vois, je vais pas me mettre à dire qu'elle est mauvaise, alors que j'ai critiqué le 1 et le 2 en disant putain, les systèmes ils sont sympas et tout. Et là, en l'occurrence, c'est la même chose. Mais justement, c'est la même chose. La low gravity, la faible gravité et l'ajout du laser et de l'élément cryo, ça pour le coup, on dirait un mode. On dirait un mode, c'est-à-dire sur la scène PC, des gens ils arrivent, ils font un mode. Tiens, regarde, dans Skyrim ils font des trucs comme ça, tu vois. Pour Skyrim ils font des trucs comme ça. Et les mecs ils demandent pas d'argent. Tiens, on va faire un délire, tiens, on va faire que quand tu sautes en fait, on dirait que t'es sur la lune. C'est un mode. Là ils nous le vendent comme un vrai jeu. Non, voilà. C'est tout. En plus, quand tu regardes Borderlands 2, le nombre de DLC, il détient un style de record quand même en termes de DLC. On est à plus d'une dizaine. Le pire, c'est qu'il y a déjà des DLC pour The Pre-Sequel. Ah, pour The Pre-Sequel, mais évidemment. Mais c'est Gearbox et en l'occurrence 2K, ils connaissent bien, ils savent bien faire ce genre de truc. Là, non, là, si j'aime pas je cautionne pas ce genre de truc. Alors même qu'encore une fois, le jeu, vraiment, t'es fan de Borderlands, tu joues à The Pre-Sequel, tu prends du plaisir, c'est ça le truc. Mais c'est le prix d'un vrai jeu, c'est... Pour un mode, non, faut arrêter de faire ça. Si on dit oui à ça, dans ce cas, on dit oui à tout et n'importe quoi. Après, c'est la fin, Donc là, on arrive quand même à un constat de fou, parce qu'on va bientôt passer à la critique de Call of Duty. Et donc, est-ce que Call of Duty, cette nouvelle version, sera le jeu le plus apprécié de ce 18+. Alors, c'est Thierry qui fait la critique, vous connaissez le Falcon. C'est pas gagné. On va à la critique tout de suite, on en parle après. On vient tous au monde les yeux fermés. Et la plupart d'entre nous passent leur vie sans les ouvrir. Difficile de maintenir le rythme et la cohérence d'une série dont un nouvel épisode doit sortir chaque année,
quoi qu'il arrive, au début du mois de novembre. Une série qui plus est, proposant le full package, soit une campagne solo, un mode multi et du coop sous des formes variées. Activision peut multiplier les studios derrière chaque volet, Infinity Ward, Treyarch et aujourd'hui Sledgehammer Games. On a néanmoins pu constater au fil du temps un essoufflement de la saga Call of qui peinait à se renouveler pour au contraire figer petit à petit l'expérience de jeu proposée. Sledgehammer est un studio fondé en 2009 par d'anciens employés de Visceral Games ayant travaillé donc sur la série Dead Space. Des développeurs expérimentés qui ont par ailleurs assisté Infinity Ward sur le développement de Modern Warfare 3. Cette fois-ci, ce sont eux qui ont été aidés par deux autres studios, High Moon qui s'est occupé des versions PS3 et 360 ainsi que Raven Software en charge du multijoueur. Nous allons maintenant voir s'ils ont su dynamiser comme on l'espérait cette série dont la popularité ne se dément pas au fil des années. On y va! Mitchell, Irons, à vous! C'est parti. C'est parti! Comme à l'entraînement, Mitchell. Contrairement à pas mal de Call of, ici on incarne un seul personnage, Jack Mitchell. Ce marine est envoyé en mission avec son meilleur pote pour stopper l'invasion de Séoul par la Corée du Nord. Nous sommes en 2054 et ce pote n'est autre que le fils de Jonathan Irons, à la tête d'Atlas, l'une des sociétés militaires privées les plus puissantes au monde. Mais la mission en Corée du Sud est un échec retentissant. Ok, c'est réglé, on peut... Ah! Une boucherie au cours de laquelle le fils Irons perd la vie. Et Mitchell, un bras. Réformé, vous êtes finalement adopté par Atlas et le père Irons, Mitchell, je vous offre une seconde chance. Qui vous fournit un nouveau bras et un job dans ce qui deviendra rapidement l'armée la plus puissante et la mieux équipée du monde. Chez Atlas, nous avons des prothèses qui ont 20 ans d'avance sur l'équipement actuel de l'armée. Si le scénario d'Advanced Warfare est définitivement sans surprise, il a le mérite d'être bien structuré, sa narration fluide et limpide, permettant de le suivre sans déplaisir, ce qui n'était plus arrivé dans un Call of depuis pas mal d'années. Un bon point donc, le jeu exploitant également des cinématiques précalculées permettant de profiter au mieux du jeu des acteurs. Putain, il est vraiment balèze ce mec. Repos les gars. Repos. Vous voulez quelque chose, monsieur? Vous pourriez m'offrir un verre. Les 15 chapitres de la campagne solo donnent comme d'habitude l'opportunité aux joueurs de voir du pays, les environnements étant très soignés, et chaque chapitre faisant la part belle à un gadget technologique précis, Advanced Warfare méritant pour le coup parfaitement son nom. Il est prêt pour une vraie mission. Beau travail. Bienvenue à Atlas. Ce nouveau Call of donc suit un seul personnage, ce qui permet de le faire évoluer entre chaque chapitre en attribuant des points permettant de développer certaines de ses compétences, temps de recharge de ses armes, vitesse de déplacement, résistance et ainsi de suite. Ces points sont attribués en fonction de vos performances, ce qui permet éventuellement de justifier une seconde partie. La campagne solo reste similaire à celle proposée dans les précédents volets de la série. On aura donc des scripts dans tous les sens, pas mal de couloirs, des séquences de jeu à bord de véhicules, des PNJ qui nous demanderont de les suivre, je m'occupe de lui, et une grande quantité de QTE. Une campagne toujours aussi dirigiste donc, imposant ses choix aux joueurs, mais également toujours aussi spectaculaire. On appréciera à ce niveau la profusion de gadgets proposés, même si leur utilisation est une nouvelle fois limitée par les level designers. Chaque chapitre débute par une mise en avant de l'exosquelette porté, la grosse nouveauté de ce Call of. On aura ainsi accès à différents moments du jeu au double saut propulsé, avec les dashs associés permettant de se déplacer plus rapidement ou de freiner sa chute, gants magnétiques, capables de s'accrocher à n'importe quelle paroi métallique, ce qui donne lieu à quelques-unes des séquences les plus spectaculaires du jeu, comme celle où l'on sautera sur les toits de bus en train de rouler sur une autoroute. T'éloigne pas! Grappin qui permet, outre son utilisation classique, de saisir ses adversaires pour les éliminer silencieusement. Différents types de drones également, on t'attend le bleu, comme une guêpe téléguidée. Juste une minute. Je suis pas sacralisé. Charge silencieuse qui, une fois activée, étouffe le son de vos tirs pendant quelques secondes. Grenade intelligente, fonçant sur l'ennemi le plus proche. Une mécanique permettant de changer de type de grenade à la volée, pour privilégier les explosions IEM par exemple, ou les grenades de marquage qui révèlent les ennemis planqués derrière les éléments du décor durant quelques secondes. Bouclier drone qui nous protège des tirs ennemis, et j'en passe. À ce niveau, Advanced Warfare est plutôt impressionnant, et ne lésine ni sur les gadgets, ni sur le côté spectaculaire de leur utilisation in-game. Saute, Mitchell! On notera enfin la toute nouvelle interface utilisateur, plutôt classe, qui recentre toutes les infos autour de l'arme manipulée. Munitions, grenades portées, les infos clés sont désormais sur l'arme.
Enfin, l'overdrive est une mécanique de jeu classique qui permet de ralentir le temps durant un court moment lorsque la situation devient difficile. La campagne solo permet donc de se familiariser avec les possibilités offertes par ces exosquelettes qui parviennent à dépoussiérer le gameplay de la série Call of. Un dynamisme renouvelé qui prend tout son sens en multi. Les dashs avant et sur les côtés autorisés par l'exosquelette ainsi que le double saut permettent bien sûr de se déplacer plus rapidement sur les maps et de les aborder de manière plus verticale. On peut donc fuir, se mettre à l'abri, foncer vers un ennemi pour le shotgunner à bout portant. Un nouveau champ de possibilités s'ouvre aux joueurs en termes de mobilité. La présence de l'exosquelette et des petits upgrades associés renforce également la dimension RPG du multi en l'enrichissant encore. On pourra toujours gagner en grade, customiser son personnage, ses armes, les capacités activées de son exosquelette permettant par exemple de gagner un boost provisoire de vie ou des déplacements silencieux, ces capacités étant liées à une réserve d'énergie. Des caisses de ravitaillement pourront également être obtenues à l'issue d'une partie, celles-ci contenant du loot aléatoire avec un système de rareté. Le joueur pourra débloquer de nouveaux slots en progressant, créer plusieurs profils de personnages, customiser et gérer ses score streaks, de manière par exemple à renforcer son équipement au détriment des habilités spéciales qui ne se débloquent qu'à partir du moment où on enchaîne un certain nombre de frags. On pourra même, en customisant son perso, faire un saut éclair par le stand de tir afin de tester sa nouvelle config avant de la mettre à l'épreuve du feu. La liberté offerte aux joueurs est à ce niveau assez enthousiasmante et il est facile de comprendre que de nombreux joueurs zappent tout simplement la campagne solo pour s'attaquer directement au multi. Du multi en ligne avec de nombreux modes de jeu, une petite douzaine en tout, mais les générales, team deathmatch, map objectif et ainsi de suite. Du multi en ligne bien sûr, mais aussi en réseau local et en split screen. Enfin, le mode coop Exo Survie, jouable à 4 en ligne ou à 2 en split screen, confronte les joueurs à des vagues successives d'ennemis et différents types d'objectifs timés entre lesquels on pourra booster son exosquelette. Et la salle de commande. Prenez position. Ce nouveau Call of Duty, développé pour les nouvelles consoles et le PC par le studio Sledgehammer, est une réussite. Une réalisation technique efficace, un framerate à 60 FPS, en multi comme en solo, une campagne solo spectaculaire que l'on a envie de finir, même si elle reste toujours aussi dirigiste, un multijoueur d'une grande richesse, permettant une personnalisation très pointue, tout en offrant au titre une durée de vie phénoménale, une souplesse de déplacement démultipliée grâce aux exosquelettes. On ne s'était pas amusé avec un Call of de cette façon depuis bien longtemps. Cette critique ayant été réalisée à partir de la version PS4, nous n'avons pas rencontré les problèmes constatés sur la version PC, dont le manque de stabilité et de fluidité a été pointé du doigt par la presse et les joueurs. Sur console donc, Advanced Warfare parvient à renouveler la série comme on l'espérait. Et rien que pour ça, il vaut le coup d'œil, surtout si vous appréciez la compète en ligne. Attention à vos tirs! Je peux pas toucher! Ouais, bah voilà, hein, comme quoi il faut pas rester sur ses positions. Ouais. Donc évidemment, Call of, c'est une expérience à part entière, c'est-à-dire, c'est un trip en soi. C'est-à-dire qu'en gros, c'est pas de l'open world, voilà. Donc du coup la campagne, ce sera toujours linéaire, ce sera toujours tu suis tel mec, ce sera toujours ah ok le gadget là, le super gadget qui est trop bien. Donc en effet il est trop bien mais tu l'utiliseras qu'à ce moment-là. Donc en gros la campagne solo du jeu c'est un gros tuto pour le multi. Ouais. Et pour le coup le multi profite des ajouts et de ce concept d'exosquelette et donc qui te permet de dynamiser un petit peu le gameplay et de le rapprocher quelque part un peu de ce que proposait Titanfall. Ouais. Donc au final c'est un bon jeu quoi, pas de souci. C'est un bon jeu. Ensuite il faut aimer clairement la campagne, c'est un petit ride qui s'apprécie comme un film de Michael Bay. Pour le coup, l'histoire fonctionne bien mieux que d'habitude, donc c'est déjà ça. Puis ensuite, un acteur de prestige qui fait le job sans souci. Et derrière, le multi profite justement de ce dynamisme apporté par ces idées de gameplay rajoutées, présentées dans le solo. Donc ça va, il y a une évolution positive. Ensuite, moi personnellement, je préfère quand même qu'on m'offre une grande liberté et le côté genre tu fragues, ça me fatigue un tout petit peu quoi. Et ensuite, bah, évidemment, c'est un mode qui est fantastique. Le multijoueur, c'est cool. C'est juste que moi, je suis un peu en retrait. Je préfère d'autres types de jeux. Ouais, bien sûr. Voilà. Ensuite, ça m'empêche pas d'apprécier le résultat et de me dire, ok, là, Sledgehammer, bravo, vous avez fait du bon taf. Mais du coup, la série, on peut pas dire qu'elle stagne, qu'elle reste sur ses. Non, c'est une série en fait qui. C'est encourageant, ça fait plaisir d'entendre ce genre de choses. C'est bien parce que là, la grosse nouveauté, tu vois, c'était pas un chien. Ouais. Donc c'est vraiment un gros plus, l'air de rien. Parce que là, t'as vraiment l'exosquelette qui te permet de faire un paquet de trucs. Ouais, et puis t'as des gadgets high-tech qui sont fun. Ouais. Donc clairement, quand tu joues à Call of Duty,
Tu penses à toutes ces pubs, tu sais, pour t'enrôler chez les Marines, je Ouais. sais pas quoi, qui passent de temps en temps à la télé. Et la guerre, c'est vraiment trop cool. En jeu vidéo, en télé, dans les publicités télé, c'est vraiment trop cool. Ouais. Donc, voilà. Dans la vraie vie, c'est pas pareil. Je sais Non, pas c'est si pas vous du tout suivez pareil. un C'est petit pas peu, du tout non, pareil. c'est pas la même Ensuite, histoire. donc, une nouvelle fois, t'as absolument pas de recul par rapport à ça. C'est du divertissement à 100%. Il faut pas trop lui en demander. Donc, si ce que vous demandez à un bon FPS, c'est un multi solide qui dépote, voilà, Call of Duty, je crois que c'est vraiment la meilleure option en cette fin d'année. D'accord, excellent, excellent. Du coup, dans 2 semaines, il me semble qu'on va encore avoir du lourd. Ouais, dans 2 semaines, on va passer à l'autre grosse série dans le jeu vidéo, qui est Assassin. Donc cette fois-ci, il y en a 2. Donc il y a Unity, grosse série en sens vente, évidemment. Donc sachant que GTA, je considère que c'est pas une grosse série dans le sens où ça sort pas tous les ans. Il faut attendre un peu plus longtemps que la prochaine GTA 6. C'est pas pour tout de suite, malheureusement. Non. Et donc on devrait avoir Unity, on devrait avoir Rogue, et on devrait également pouvoir parler justement de GTA 5 sur PS4 et Xbox One. Donc pas mal de petites choses, et puis on aura peut-être 2-3 surprises, on verra. Oui, bien sûr, normal. Voilà, rendez-vous dans 15 jours pour le prochain 18+. Salut tout le monde. Ciao.